Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce nouvel entretien de l'UPR TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui est venu dans les débuts de l'UPR à notre première université d'automne. C'était au mois de, je crois, le 22 septembre 2012, pour être précis. C'est il y a plus de 8 ans et demi. C'est Slobodan Despot. Slobodan Despot qui est comme le laisse en penser son nom, qui est d'origine slave, qui est d'origine serbe, pour être précis, qui est né dans une région de Serbie qui s'appelle la Voïvodine, mais qui a fait sa vie en partie en Suisse, où il partage sa vie entre la Suisse et la Serbie. Et puis, comme vous allez le voir, il parle un français absolument impeccable. Je rappelle notamment aux jeunes générations qui ont peut-être une vision de l'histoire qui n'est pas parfaitement achevé, que la Serbie a été pendant longtemps un des grands alliés de la France, et notamment avant et pendant la Première Guerre mondiale. Alors, la Serbie est donc la patrie de Slobodan Despot. Je suis ravi de le recevoir. C'est un universitaire, c'est un romancier, c'est un essayiste. Et c'est quelqu'un qui, si je peux me permettre de dire ça devant lui, que j'ai toujours trouvé très intelligent dans ses analyses, qui d'ailleurs se recoupent assez largement les nôtres. Alors on va lui poser, si vous voulez, quelques questions, mais je voudrais d'abord lui céder la parole pour qu'il se présente rapidement et qu'il nous dise en particulier les ouvrages qu'il a publiés et très vite un petit peu ce qu'il y a dedans. Bonjour Slobodan. Bonjour François, et la première chose que j'aimerais vous dire ou vous montrer, c'est cette affiche qui malheureusement n'est pas très visible derrière moi, qui est de biais. C'est une immense affiche qui est celle de la journée serbe du 25 juin 1916. C'était, durant la Première Guerre mondiale, une grande journée de collecte d'aide pour l'armée serbe et la population serbe, l'armée serbe qui avait été complètement évacuée, figurez-vous, de Serbie par la marine royale française pour être remise sur pied, entraînée en Afrique du Nord et pour repartir à la conquête du front de Salonique, donc vers la victoire. Ah. Et cette affiche, qui est une affiche originale, m'a été offerte par un ami libraire de Paris, pour simplement rappeler ce que nous étions jadis, nous et vous. Parce que la scène se situe où? La scène se situe où sur cette affiche exactement? Alors, c'est une scène de la traversée de l'Albanie par le gouvernement et l'armée et une partie de la population serbe vers les côtes d'Albanie où les attendront les navires français. Ah, d'accord. C'était épique. Voilà. Donc, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Malheureusement, on ne la voit pas très bien. Et puis, évidemment, bon, alors, me présenter, c'est un peu difficile parce que j'ai une biographie un petit peu en dents de scie, un peu rocambolesque. J'ai essentiellement été éditeur dans ma vie aux éditions L'Âge d'Homme. J'ai créé ma propre maison d'édition qui s'appelle Xenia. J'ai beaucoup traduit de livres. J'ai beaucoup écrit sur les relations Est-Ouest. Et ces dernières années, j'ai publié 2 romans aux éditions Gallimard, l'un s'intitulant Le miel, qui traite d'un épisode très curieux de la guerre en ex-Yougoslavie, justement, et puis l'autre qui est un roman français qui s'intitule Le rayon bleu. Ces 2 romans sont empreints évidemment d'une réflexion sur l'histoire, sur les grands événements. Et dans la foulée, j'ai encore bifurqué il y a 5 ans, en 2015, lorsque j'ai créé l'Antipresse, qui est un magazine, qui est aujourd'hui devenu un magazine diffusé par courrier électronique, auquel les gens s'abonnent pour le recevoir tous les dimanches matins chez eux, et qui en sera ce dimanche, le 28 mars, à sa 278e édition, sans discontinuer, sans vacances, sans congé d'été, rien du tout. Ah, très Donc, bien. toutes les semaines, nous commentons ce qui arrive. Du coup, eh bien, depuis une année environ, un petit peu plus, nous consacrons l'essentiel de notre analyse, parce que je ne suis pas seul là-dedans, mais nous consacrons l'essentiel de notre commentaire, de notre analyse, de notre chronique de l'époque aux affaires liées à la pandémie du coronavirus.
Alors, avant d'y passer sur les livres dont vous avez parlé, le dernier, c'est un roman, donc le Rayon bleu, c'est ça, qui a été publié dans la prestigieuse revue blanche de Gallimard, de la NRF chez Gallimard, ce qui est un symbole de grande qualité pour l'édition française. C'est un roman un peu à la John le Carré, je crois. Vous nous en dites un mot? Oui, d'abord, c'est un coup de chapeau à celui que je considère comme un des grands maîtres du roman contemporain, qui vient de mourir d'ailleurs. John le Carré est mort il y a environ un mois ou un mois et demi. Oui. Et qui est un de mes auteurs préférés. Pourquoi? Parce que John le Carré a trouvé un moyen, un peu comme Georges Simenon, de dire toute l'humanité qu'il y a dans les situations et les métiers les plus terribles, comme les métiers du renseignement et de l'espionnage, et en même temps de faire passer une vision du monde, une vision de l'époque, et je dirais même un jugement intellectuel, humain et moral sur ce qui se passe. Mon roman, le Rayon bleu, traite de la dissuasion nucléaire, et il traite de ces gens qui, en pleine guerre froide, au moment où la dissuasion nucléaire pour tout le monde ressemblait à une espèce de jeu intellectuel, de partie d'échecs, avaient compris que l'enjeu en était quand même la survie de l'humanité. Et ils avaient décidé d'organiser en quelque sorte un réseau de secours pour que le pire ne se produise pas. Voilà, c'était en gros ça. Et aujourd'hui, pourquoi j'en parle? Je vous remercie de me donner l'occasion de reparler de ce roman. C'est parce qu'aujourd'hui, avec ce qui nous arrive, des événements qui sont l'équivalent d'une guerre, les réseaux de gens qui ont la conscience éveillée et ouverte sur la nature des événements sont très importants. Et les gens qui ont cette conscience et cette intelligence ouverte sur le sens profond des événements, ils sont rares. Alors, vous avez évoqué donc la pandémie. Je sais, je vois votre compte Twitter. Je vois que vous êtes tout à fait dans l'actualité sur la pandémie. Vous avez pour nous en France un regard précieux qui peut nous rendre plus intelligents, parce qu'intelligent vient du latin inter legere, faire le lien entre des choses. Est-ce qu'on peut faire le lien avec vous entre la situation qu'il y a en Serbie, comment ça se passe? Comment est gérée la pandémie en Serbie? Comment elle est gérée en Suisse? Et comment vous comparez ça avec la France? Ça permet ce triple regard est, je crois, assez intéressant. Comment vous pourriez caractériser ces trois situations? Eh bien, vous avez raison. La manière dont chaque pays affronte ce défi qui semble planétaire est très révélatrice sur ce que sont les États et où ils vont. En Serbie, je vous le résume très très brièvement, il y a eu au printemps 2020 un confinement qui a duré, sauf erreur, 4 ou 6 semaines, qui s'est terminé en juin. Mais un peu comme en France, alors. Oui, mais il n'était pas organisé de la même manière. C'est-à-dire qu'on avait strictement confiné les personnes de plus de 65 ans parce qu'on avait compris que cette maladie frappait les personnes âgées, d'abord. On avait laissé les personnes de moins de 65 ans, les personnes actives, vaquer à leurs occupations. Et on avait même réussi à ouvrir les magasins, les magasins alimentaires et autres, à 4 heures du matin pour permettre aux personnes âgées d'y aller quand personne n'est là. Donc, c'était assez bien réfléchi. Disons, la réaction de l'État face à la pandémie était une réaction au premier degré. Ce n'était pas nous allons profiter de ce qui arrive pour faire autre chose, c'est nous avons un problème sanitaire et on va essayer de le résoudre. Plus tard, donc, lorsqu'on a ouvert, il y a eu une vague de contamination, notamment à cause d'un grand match de foot. Et puis, le gouvernement, en début juillet, a essayé de reconfiner. Ça s'est très mal passé. Les Belgradois sont descendus dans la rue. Il y a eu des manifestations monstres, il y a eu des violences. Et le gouvernement a fait marche arrière, comprenant également que dans une économie à flux tendu et sans épargne, comme l'économie des pays de l'Est, dont la Serbie, on ne peut pas se permettre le luxe d'arrêter la vie économique. Il faut que ça continue. Donc, il n'y a plus de confinement depuis ce moment-là. Il y a eu un confinement en Serbie.
aujourd'hui, vous le savez, on a des chiffres de mortalité qui valent ce qu'ils valent, qui sont grosso modo la moitié des chiffres français, qui sont aussi très inférieurs aux chiffres suisses. Il y a pas mal de gens, il y a encore aujourd'hui pas mal de gens qui souffrent énormément du coronavirus ou comment dirais-je, de l'aggravation de leurs états préexistants, parce que la santé de la population ici n'est pas très bonne. Les gens ne vivent pas de manière très hygiénique. Mais l'essentiel, c'est que la vie continue en gros, normalement. En gros. Et il y a évidemment une campagne de vaccination assez vaste. Et je crois que c'est le pays d'Europe, l'un des pays d'Europe où le taux de vaccinés aujourd'hui est le plus élevé. Alors, j'ai oublié de dire, je me rappelle, au début de cet entretien, que vous nous parlez de Belgrade, donc la capitale de la Serbie, j'avais oublié de le préciser. Pour aller dans votre sens, effectivement, j'ai regardé juste avant cette émission, aujourd'hui même où nous filmons, nous sommes le 26 mars 2021, les données les officielles, hein, c'est que le nombre de morts par habitant en France est de 1384 morts par million d'habitants. Et en Suisse, c'est de l'ordre de 1240. Et en Serbie, de l'ordre de 726. C'est-à-dire, en effet, comme vous venez de le dire, moitié moins quand même qu'en France. Alors même qu'ils ont été beaucoup moins confinés, comme vous nous l'avez enseigné. Il est intéressant aussi de noter que finalement, c'est le peuple serbe qui s'est rebellé. C'est un peuple qui est quand même connu justement pour sa personnalité, si j'ose dire. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe quand même, c'est que j'ai l'impression que sur la scène européenne, le peuple français est un des peuples les plus amorphes, finalement, sur ces questions. On voit qu'il y a des manifestations monstres, parfois, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Serbie, comme vous venez de nous le dire, en Italie. En France, c'est quand même extrêmement limité. Est-ce que vous avez ce sentiment ou est-ce que je caricature ? Non, oui, bien sûr que j'ai ce sentiment, cet objectif. La France est le pays, je pense, en Europe qui se mobilise, où la population se mobilise le moins. Mais j'ai beaucoup réfléchi à ça, ça m'a beaucoup intrigué. Et je dois dire je vois deux facteurs. D'abord, il y a le fait que la France sortait au moment de cette pandémie de la période Gilets jaunes, qui a fait très peur au pouvoir. Un mouvement qui est une lame de fond, qui a été très férocement réprimé. Je veux dire, le monde entier a été horrifié par la répression des Gilets jaunes. Il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, si la Russie avait réprimé ces manifestants avec la férocité du gouvernement français à l'égard de ces Gilets jaunes, mais la Russie aurait été mise depuis longtemps au banc des nations. Donc, on a un véritable système policier en France, je crois, qui en plus était rodé au moment de l'éclatement de la pandémie et qui faisait peur aux gens. Et puis, il y a une autre chose qui est très spécifiquement française, qui est, à mon avis, un trait de mentalité, c'est que la France est un pays où, malgré tout, l'État est la mère de tout. La société civile n'existe pas, ne peut pas s'organiser en dehors des structures d'État. C'est un pays qui déifie l'État. Des pays d'Europe du Nord sont des pays où on manifeste, mais ce sont des pays où on n'a pas cette comment dirais-je, hiérarchisation de la structure sociale allant vers l'État. Tandis que les pays d'Europe de l'Est, comme la Serbie, la Russie ou autres, ce sont des pays où, évidemment, on ne croit pas l'État. On se méfie. Traditionnellement, on se méfie des solutions de l'État. Donc, on va obéir parce qu'il est féroce, mais s'il passe la ligne rouge, on va lui taper dessus. Oui, c'est tout à fait intéressant. Et la Suisse, dans ça, comment vous la qualifieriez par rapport à la Serbie et à la France ? Alors, la Suisse est encore un cas à part. La Suisse est un cas particulier mondial, comme vous le savez très bien, parce que c'est le seul pays au monde où il y avait jusqu'ici une démocratie directe agissante. C'est l'existence de cette démocratie directe fait que les Suisses, jusqu'ici, ont eu une confiance illimitée dans leurs autorités. Pourquoi ? Parce que les autorités elles étaient censées être issues de la population. Ce n'était pas une élite dirigeante.
donc, les Suisses, pendant très longtemps et jusqu'à aujourd'hui, dans leur grande majorité, si les autorités leur disent que pour remédier, pour fuir le coronavirus, ils doivent s'attacher une serviette de cuisine à la tête ou s'y suspendre et sauter du balcon, ils vont le faire. Enfin, une partie d'entre eux. Et telle est la confiance des autorités, des Suisses dans les autorités. Un ami militaire, tout au début, en mars 2020, un ami militaire qui était dans un état-major de crise suisse m'avait dit que le degré d'obéissance des Suisses aux consignes de l'État, il était mesuré, parce que l'armée et l'administration mesuraient le degré de docilité de la population. Eh bien, ce degré n'était surpassé dans le monde que par les Chinois. Les Chinois, on dira que c'est sous contrainte. Les Suisses, c'est parce qu'ils ont confiance. Et aujourd'hui, je pense que la société suisse, il y a des manifestations, il y a des référendums organisés contre la dictature sanitaire. Les Suisses sont en train de se rendre compte qu'ils doivent reprendre leur destin en main. Mais ça va très, très lentement chez les Suisses. Alors, vous avez évoqué la question de la vaccination. Donc, où est-ce qu'on en est en termes de vaccination en Serbie? Quels sont les vaccins qui sont utilisés? Et vous-même, d'ailleurs, est-ce que vous vous êtes fait vacciner ou est-ce que vous comptez le faire? Non, commençons par moi-même, je ne compte pas le faire. Je pars quand même du présupposé philosophique que l'être humain sur Terre n'a pas besoin de la médecine moderne et technologique pour survivre en tant qu'espèce. Et étant donné que je me suis déjà reproduit en tant que membre de mon espèce et que j'ai 2 enfants, donc que j'ai assuré ma perpétuation, que je disparaisse, moi, d'un virus ne change rien au sort de l'espèce. En revanche, si moi, ma génération, celle qui précède et celle qui suivent, s'empoisonnent avec des produits qui les lient à un certain type de technologie médicale, c'est toute l'espèce qui risque d'en souffrir. Donc, pour moi, la vaccination, même si elle était efficace, à l'échelle de l'espèce et à l'échelle de notre autonomie individuelle et collective, serait un désastre. Voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, ici, en Serbie, on a, je crois, mis à part la Grande-Bretagne, ça doit être le pays d'Europe où on s'est le plus vacciné. Mais les modalités, ce qui est très intéressant, ce sont les modalités. En France, en Allemagne, en Suisse aussi, dans l'Union européenne, on dit, voilà, vous allez devoir vous vacciner parce qu'on va vous mettre un passeport sanitaire, parce que ce sera la condition pour reprendre une vie normale, entre guillemets. Je pense qu'il n'est pas question de reprise de la vie normale dans la tête de ces gens, mais enfin, peu importe. Et tout est fait sous le régime du chantage ou de la contrainte directe. Regardez les Britanniques, ils ne peuvent même plus quitter leur pays. En Serbie, jusqu'à présent, tout a reposé sur la bonne volonté de la population. C'est-à-dire qu'on leur dit, vaccinez-vous, ça vous protège, ça protégera les autres, etc. On est plutôt réservé vis-à-vis de l'idée d'un passeport sanitaire, comme en Russie d'ailleurs. Et puis, autre chose, et ce qui est le paradoxe, c'est que dans ce pays où on ne fait pas de la vaccination la condition d'un retour à la vie normale, on a eu les vaccins. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Vous avez entendu ma position de base, ma position de fond. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Je n'entre pas en matière. Mais en tout cas, on les a, les vaccins. Donc, on a les vaccins américains, enfin occidentaux, Pfizer et Moderna, et on a le vaccin russe et le vaccin chinois. Donc, on en a en tout cas 4 aujourd'hui sur le marché. Vous n'avez pas AstraZeneca, vous n'avez pas le vaccin anglo-suédois. Il arrive aussi, mais bon. Il me semble qu'il arrive aussi, mais il semble qu'il n'est pas très demandé, vous voyez. Oui, il n'a pas très bonne presse, disons, en ce moment. Non, il n'a pas très bonne presse. Et puis, les gens, la population, le choix, c'est un paradoxe quand même extraordinaire. On vous dit, c'est une auberge espagnole, n'est-ce pas? Allez vous faire vacciner, si vous voulez bien. Vous prenez rendez-vous, ça va très vite d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de convertir le Veldiv en vaccinatorium, n'est-ce pas?
Vous êtes sévère. Je ne suis pas sévère, c'est des références historiques qui reviennent toutes Oui, seules, oui, comme dans La Grande Vadrouille. Vous voyez, oui, c'est la, oui, c'est la Grande Vadrouille. J'ai bien compris, j'ai bien compris. En tout cas, ce que je note, c'est que donc il y a les vaccins américains avec ARN messager, donc Pfizer et Moderna, sur lesquels d'ailleurs il y a actuellement une espèce de conjuration du silence, en tout cas dans les médias français, quant à leurs effets secondaires, qui ne sont pas nuls du tout, parce qu'il y a des dizaines de morts, mais on n'en parle pas. Vous, donc ça, vous les avez. Vous n'avez pas AstraZeneca, qui pose quand même un problème important maintenant un peu partout en Europe. Mais vous, en revanche, les autorités sanitaires serbes ont autorisé le vaccin Sputnik russe et le vaccin chinois Sinovac. Donc c'est quand même plus démocratique, si j'ose dire, qu'en France. C'est-à-dire que si les gens ne veulent pas se faire vacciner, moi personnellement je ne me suis pas fait vacciner, je ne compte pas le faire avant longtemps, si d'aventure je suis amené à le faire, parce que je n'ai pas confiance et je pense que c'est très prématuré en plus pour une maladie qui n'est pas très mortelle, qui n'est pas très létale. Mais je considère que les gens, s'ils le veulent, ils peuvent se faire vacciner. En revanche, je trouve assez fort de café et même tout à fait scandaleux qu'en France, on nous interdise le vaccin russe et le vaccin chinois et qu'il devient même presque criminalisé du point de vue géopolitique, puisqu'on a vu Thierry Breton et puis même maintenant c'est le président de la République, c'est Macron lui-même hier soir, en marge du Conseil européen, qui a accusé les Russes d'avoir des visées géopolitiques derrière ce vaccin. En fait, il critique ses propres turpitudes. Ce sont les Américains et les Occidentaux qui ne veulent pas reconnaître que le vaccin russe, quand même, donne plutôt des bons résultats. Donc vous, en Serbie, vous avez le choix, c'est ça. Alors comment ils se procèdent, comment les Serbes ils choisissent ceux qui décident de se faire vacciner, ils choisissent les vaccins. C'est du point de vue politique, de leurs opinions politiques qu'ils choisissent ça, je suppose. Alors, c'est pour ainsi dire ça, parce que les médias sont aussi mauvais en Serbie qu'ailleurs. Ils ne donnent pas des informations fiables. Par exemple, un de mes amis qui est journaliste lui-même, pour savoir à peu près quels sont les échos, quels sont les effets secondaires, a simplement lancé une enquête sur Facebook. Les Serbes sont très connectés à Facebook, ils sont massivement connectés à Facebook. Donc, vous pouvez lancer une question comme ça, et il a eu 800 ou 900 réponses, je ne sais plus combien, de gens qui se sont plaints d'effets secondaires. Alors, il a regardé quels sont les gens qui se plaignent d'effets secondaires. Ce sont essentiellement des gens qui ont été vaccinés avec les vaccins occidentaux. Bon. Les gens choisissent en fonction d'affinités, je ne dirais pas politiques, mais culturelles. Ce qui fait que probablement les élites occidentalisées, technocratiques, qui sont allées étudier en Occident, qui sont universitaires, etc., vont par affinité culturelle opter pour des vaccins occidentaux. Et le bon peuple va plutôt opter pour des vaccins russes ou chinois. Il faut savoir aussi que les Chinois sont très présents en Serbie. Pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas, mais ils sont très présents depuis notamment la guerre de 99. Donc, ils ont très rapidement livré leur vaccin à la Serbie, comme la Russie d'ailleurs. Et les gens prennent très souvent, par exemple, mes parents qui se sont fait vacciner, ils ont pris le vaccin chinois parce qu'il est fait à l'ancienne. Oui. Ils ne se sont pas fait vacciner dans l'idée d'être protégés contre le coronavirus. Étant eux-mêmes de formation médicale, ils ne croient pas tellement que ces vaccins vont les protéger contre le coronavirus, mais comme ils aimeraient continuer de voyager, ils se disent autant faire ça. Ah oui. Vous voyez donc où on en est. Oui. Mais il y a des stratégies individuelles comme ça qui sont. Et moi, pour tout vous dire, j'ai un peu j'ai un peu réfléchi de la même façon. Si un jour on était absolument obligé d'avoir un vaccin pour sortir, je crois que je ferais le même choix que vos parents, parce que c'est effectivement le vaccin chinois est le seul qui soit fait selon à l'ancienne, comme vous avez dit. L'entretien avance. Je voudrais pas vous tenir trop longtemps, mais je voudrais, avant qu'on se quitte, Slobodan, on pourrait rester des heures, que vous nous parliez un petit peu de la situation politique en Serbie et notamment de la situation internationale. Alors, les Français ne sont pas forcément très au courant de la situation. Il y a un président de la République qui s'appelle Aleksandar Vučić, je ne sais pas comment on dit exactement la façon de le prononcer, qui, si j'ai bien compris, il y a quelques années,
était tout à fait anti-européen. Il était pour la nation serbe, l'indépendance, la souveraineté de la Serbie. Et puis il a changé à 180 degrés. Il nous a fait une Matteo Salvini ou une Tsipras ou une Marine Le Pen, et donc il est devenu pro-européen, c'est bien ça. Et actuellement, la Serbie est dans les starting blocks pour essayer d'entrer dans l'Union européenne. J'ai schématisé, mais est-ce que c'est à peu près ça? Alors, schématiquement, c'est ça, mais ça recouvre beaucoup de manœuvres et beaucoup de paramètres. Effectivement, Aleksandar Vučić était un jeune cadre du parti de Šešelj, donc le parti radical, qui était le parti souverainiste anti-occidental. Puis ensuite, lorsque son patron, Šešelj, est allé s'expliquer avec le tribunal de La Haye et qu'il a fait la plus longue détention préventive de l'histoire de la justice, qui a duré 11 ans, eh bien, les facteurs étrangers, les facteurs occidentaux, en ont profité pour détourner son parti, c'est-à-dire créer un nouveau parti qui reprend en gros la rhétorique, mais qui est beaucoup plus compréhensif à l'égard des Occidentaux. Et donc, c'est ce parti-là qui, depuis une dizaine d'années et plus, gouverne la Serbie. Maintenant, je ne peux pas dire que le pouvoir actuel, donc Vučić, soit vraiment un collaborateur, un préfet occidental en Serbie, parce que la mission pour laquelle il a été adoubé par l'Occident, il ne l'a pas rempli. La mission, c'était de lâcher le Kosovo. Il n'a toujours pas lâché le Kosovo. Et pour des tropismes qui sont propres à la nation serbe et qui seraient longs d'expliquer ici, la question du Kosovo, c'est la dernière chose qu'on lâche. Donc, il préfère faire des concessions sur toutes sortes de sujets politiques, géopolitiques ou sociétaux et garder le Kosovo, ou en tout cas ne pas être celui qui va signer la reddition, et puis essayer de tisser des liens dans l'ombre, qui sont des liens profonds, des liens d'intérêt, des liens industriels, économiques et militaires, avec les puissances qui peuvent éventuellement un jour l'aider à restaurer une vraie souveraineté. La Serbie n'a jamais fait partie d'aucun bloc. Elle n'était pas un satellite de la Russie, comme elle n'a jamais été un satellite de l'Occident. Donc c'est un pays qui doit tout le temps naviguer entre les deux, et qui que ce soit qui le gouverne est obligé de louvoyer. Et là, on est dans le louvoiement typique. Est-ce que la Serbie, on en est où du processus d'adhésion à l'Union européenne? C'est à horizon de combien d'années maintenant que ça se profile? Je pense que ça doit se situer dans un horizon de 750 à 1200 ans. Ah, ah bon? Ah oui. Ah bon? Parce que quand même, elle est quand même candidate officielle, non, la Serbie? Oui, mais vous savez très bien que l'adhésion des pays de l'Est, des ex-pays de l'Est, à l'Union européenne va dans un paquet commun, dans un package avec l'adhésion à l'OTAN. Oui. Ils ne sont pas intéressants du tout, en tout cas pas économiquement, ils ne sont pas intéressants du tout s'ils ne sont pas prêts à adhérer à l'OTAN. Or, la Serbie n'est pas du tout prête à adhérer à l'OTAN. Le Monténégro, qui est peuplé de Serbes, mais qui est un tout petit pays côtier, n'est-ce pas, qui est un Monte-Carlo, si j'ose dire, il a adhéré à l'OTAN. Partout autour, il y a des membres de l'OTAN. La Serbie ne veut pas adhérer à l'OTAN. Et le Kosovo est une base américaine à ciel ouvert. Ben voilà, déjà, les Américains ont pris le Kosovo pour se faire une base américaine, n'est-ce pas? Elle est entourée de pays qui détestent les Serbes, comme la Croatie, par exemple, qui vont toujours faire obstacle à son adhésion, et heureusement. Donc, à mon avis, le jour où la Serbie aura adhéré à l'Union européenne, c'est que l'Union européenne aura cessé d'exister. Ah, bon, écoutez, voilà une prophétie qui, personnellement, me réjouit le cœur, mais qui mérite d'être clarifiée, parce que je ne pensais pas que les choses étaient aussi tranchées. Et est-ce que la Serbie... Elles ne sont pas tranchées, parce que, excusez-moi, mais le gouvernement, le pouvoir, c'est, quel qu'il soit, qu'il doit, à l'heure actuelle, tout le temps, pratiquer la rhétorique européiste. C'est pour avoir la paix chez lui. D'ailleurs, entre parenthèses, lorsqu'il y a eu ces manifestations contre la dictature sanitaire, donc contre le confinement en juillet de l'année dernière, elles auraient pu très rapidement dégénérer en révolution colorée, parce que le facteur occidental profite de chaque
chaque possibilité de déstabilisation du pouvoir pour lui dire attention, tu n'as pas été assez gentil avec nous, nous pouvons te faire tomber à tout moment. C'est aussi pourquoi des manifestations peuvent éclater en Serbie très facilement. Ce n'est pas simplement parce que le peuple est rebelle. Une dernière question, Slobodan Despot. Les relations entre la Serbie et Moscou, entre le président serbe et le président Poutine, elles sont confiantes, elles sont bonnes, elles sont distantes, elles sont comment? Alors, je me souviens qu'il y a 2 ans, ou 3 ans maintenant, j'étais au mois de mai à la grande parade de la victoire, le 9 mai, à Moscou, et que le président Vučić était l'invité de Poutine. Il était au premier rang du fameux défilé du régiment immortel, donc le défilé commémorant la victoire. Et c'était quand même une distinction particulière que d'être avec Poutine à la tête de ce défilé. Les relations avec la Russie sont très, très bonnes. Elles sont aussi bonnes qu'elles peuvent l'être sans compromettre les échanges minimaux, au moins, de la Serbie avec l'Europe de l'Ouest. Il y a quand même une forte dépendance vis-à-vis de l'Europe de l'Ouest, ne serait-ce que parce qu'il y a une diaspora. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en Europe de l'Ouest. Et par exemple, si l'Europe de l'Ouest devait réintroduire une politique de visa, ce serait une catastrophe. Donc, ça va très bien avec les Russes, mais tant que les Russes ne créent pas une alliance ouverte et forte avec des pays comme la Serbie, on ne peut pas aller au-delà du flirt, vous voyez. Entendu. Ben, ça veut donc dire que finalement la Serbie a mieux réussi peut-être, pour l'instant du moins, à maintenir son indépendance entre les blocs qu'un pays comme la France qui est complètement asservi, puisque je rappelle aussi à nos auditeurs qui ne le sauraient pas que la Serbie, de même qu'il y a eu une alliance traditionnelle franco-serbe, il y a aussi une alliance traditionnelle entre la Serbie et la Russie. Et c'est d'ailleurs, ça n'a pas été pour rien dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup Slobodan Despot pour cet entretien qui était vraiment tout à fait intéressant. On va remettre à la vision des téléspectateurs quelques-unes des couvertures des romans et essais que vous avez faits, notamment donc le Rayon Bleu Paris chez Gallimard. Vous allez en sortir un bientôt, un autre roman ou un autre essai politique? Je suis en train d'en terminer un et d'en commencer un autre, ce qu'on ne devrait pas faire. Merci beaucoup d'avoir été à UPR TV et puis bien bonne chance pour vous-même, bien sûr, et pour votre famille, et puis aussi bonne chance à la Serbie, qui est un peuple qui a été très proche de la France et des Français, et que les Français ne doivent pas laisser tomber, et réciproquement d'ailleurs, les Serbes devraient essayer de temps en temps d'attirer les Français vers leur histoire et leur faire parfois un petit peu honte quand on voit à quel point nous sommes devenus désormais un paillasson de l'Allemagne et des États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup à vous, Slobodan. Merci à vous, François. À bientôt. À bientôt.